la CEDEAO contre la Côte d'Ivoire, le Niger. Il a ouvert plusieurs fronts en même temps. Analyse de ce discours qui fait la une de l'actualité depuis avant-hier. Landry Couillot. Cacher du feu, mais du feu d'artifice. Hein. Bon, c'est pour amuser, vous savez. Je vous dis, il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui n'a pas été écrit. Et il faut lire ce qui n'a pas été écrit. Ils avaient besoin de réagir à l'offensive diplomatique d'Abidjan. Ils ont eu leur tribune, ils ont parlé. Certains se sont érigés en officiers d'état civil pour pouvoir déterminer la nationalité de X et de Y. Ils ont pu juger de la légitimité du pouvoir de X et Y, traiter d'autres gouvernements de junte. Mais le plus important à retenir pour moi en tant qu'Ivoirien, c'est plutôt le propos du président Ouattara qui était un propos qui était raisonné, raisonnable, soigneux, et qui manifestait bien sûr de la haute responsabilité qu'un chef d'État en fonction devrait avoir vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis d'un pays avec lequel on a une certaine crise. C'est ce qu'il faut pouvoir retenir, pas ça. Parce que ça, il n'y a rien à retenir. D'un point de vue intellectuel, d'un point de vue scientifique, il n'y a absolument rien à retenir. Sinon, que cela suscite quelques émotions de personnes qui applaudissent ou que des personnes qui s'énervent, mais cela n'apporte rien de qualitatif autant au Mali qu'à la Côte d'Ivoire aux relations entre les deux pays. Bravo donc à la diplomatie ivoirienne, bravo au discours du chef de l'État, parce que c'est un discours de chef d'État, et souhaiter qu'à l'avenir, lorsqu'on se présente à la tribune des Nations Unies en tant qu'État souverain, on ait la possibilité de dire ce que l'on pense, mais avec courtoisie, avec dignité. Monsieur, il a affirmé surtout détenir, le Mali détiendrait des preuves de ce que la France soutenait les terroristes. Alors pourquoi finalement le Mali ne publie pas ces preuves, Idrissa Keïta? Tout d'abord, si ces preuves existent. Tout d'abord, j'aimerais faire savoir à certains sur le plateau que la vérité des uns n'est pas celle des autres. C'est pour ça qu'on fait le débat. Il reste sur une position... C'est évident. Oui, il reste sur une position jusqu'au boutiste. Et on voit qu'ils ne veulent pas changer. Quelque part, même ce discours est quelque part un signe annonciateur des couleurs. Parce qu'on ne sent pas que, comme l'a dit mon cher Sylvain Nguessan, qu'ils vont vraiment céder à la délégation de la CEDEAO. Maintenant, le discours en lui-même. Tout d'abord, pour moi, le Mali ne cherche pas. Je veux faire une précision. Des discours jusqu'au boutiste, je ne sais pas à qui vous faites allusion sur le plateau, mais il y en a partout. Non, hein. Le jusqu'au boutisme, je fais allusion même à la junte. Ah oui, d'accord, très bien. À la junte malienne. Parce que justement, dans le parler, il faut retenir une chose. Ce sont des militaires. Ils ont leur langage propre à eux. Et ils sont quand même aux affaires, ça fait 2 ans. Donc, et spécifiquement, l'actuel Premier ministre, par intérim, n'est pas à présenter. Depuis le début d'année, depuis que les sanctions de la CEDEAO sont tombées, Abdoulaye Maïga, le colonel, a régulièrement été sur l'écran pour tenir pareil propos. Par contre, la tribune des Nations Unies est une aubaine. Nul n'ignore ici que depuis plus d'1 mois, presque, ils avaient évoqué cette question de preuve contre la France qu'ils voudraient mettre sur la table des Nations Unies. À telle enseigne que le Sénégal même s'est proposé pour la médiation afin que vraiment cette affaire n'aille jusqu'à ce niveau qu'on puisse la tenir. Et je l'avais rappelé, le collectif pour la refondation du Mali, le COREMA, est même descendu dans l'arène pour désavouer la médiation sénégalaise. Donc, ce sont des militaires qui sont aux affaires. De 2, dans le ton il est très martial. Ils n'ont que faire, disons, des particularités diplomatiques. De 3, cette tribune était l'occasion pour pouvoir mettre aux oreilles des Nations Unies et du monde qu'au-delà des fronts qu'ils ont quand même ouverts, ça je le concède, qu'ils veulent en découdre avec la France et qu'ils ont des preuves sous la main qu'ils aimeraient vraiment étaler sous la lumière. C'est donc la raison pour laquelle... Pardon? Pourquoi n'a pas étalé là? Non, il attend le moment opportun. D'accord. Ce n'est pas pendant un discours, mais pendant une assise spécifiquement portant sur la plainte. D'accord, très bien. Eddy Guipier? Alors, bon, aller en amont, moi je fais un constat. Je pense que le mur de Berlin qui était tombé est en train de se relever progressivement.
parce que les positions sont tranchées, les positions sont véhémentes. Nous avons vu les discours assez offensifs du président Macron et du président Biden, et nous avons ce discours du Premier ministre par intérim malien qui essaie, on va dire, d'apporter une sorte de réponse et d'attaquer aussi. Vous savez, en matière d'analyse du discours, nous fonctionnons sur la base d'une trilogie. Nous avons, dans un premier temps, le logos, qui est un peu la structure, la rationalité du discours. Nous avons l'éthos, comment est-ce que le locuteur lui-même se perçoit. Et nous avons le pathos, qui joue, on va dire, sur le registre de l'émotion quant à la cible. De ce point de vue-là, est-ce que la cible est atteinte ? On pourrait dire oui et non, puisque d'un point de vue, une large part de l'opinion africaine qui suit cette junte, comment dirais-je, malienne, les a ovationnés, applaudis, etc. D'autre côté, c'est quand même une attaque qui se joue sous le registre, pas seulement martial, je dirais ça, non. C'est quand même le champ lexical de l'injure et de l'irrévérence quand même. Et quelque part, avec ces attaques, on a compté dans l'analyse du contenu 10 fois le mot mercenaire, d'autres termes, junte, etc., parler du gouvernement français. Mais de l'autre côté, moi je questionne le volet post-discours. Quelle est l'utilité d'un tel discours et en quoi ça aide le Mali qui a deux engagements fermes. Le premier, c'est la libération du territoire malien. J'étais un des premiers à parler de l'opération Kélétigui aujourd'hui, qui, à part des victoires tactiques et des revers aussi tactiques, ne progresse pas réellement. Il y a quand même plus de 800 000 km² à reconquérir. C'est sur la base de cet engagement-là que la junte a pris le pouvoir, n'est-ce pas? Deuxième engagement, c'est l'organisation d'élections pour laquelle aussi elle traîne les pas. Je pense qu'elle a des défis quand même, somme toute assez incompressibles à régler. Et je m'étonne dans ce discours, qu'elle s'isole d'une grande part, on va dire, de l'opinion, ou du moins des leaders. Même lorsqu'on questionne, ou du moins on évoque les trois chefs d'État qui sont attaqués dans ce discours, indexés dans ce discours, vous avez 3 chefs d'État qui sont les voisins du Mali. Voilà. Voisins directs. Voilà, les voisins directs du Mali, les pays limitrophes du Mali. Et je me pose la question de savoir quel discours, pour un discours qui quand même, on va dire, dans sa finalité, peut continuer à isoler le Mali. André ? Je fais remarquer, on ne fait pas beaucoup attention, mais les colonels au pouvoir aujourd'hui à Bamako étaient les capitaines, les lieutenants quand le Mali était attaqué. C'était les officiers qui étaient chargés de porter les troupes qui ont échoué à mater les terroristes il y a 10 ans. Ce sont eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Souvent, on l'oublie. Ça, c'est la remarque que je voulais faire. Voyez, pendant 35 minutes, le colonel a identifié des ennemis à qui il s'est adressé. Nulle part, on a entendu le nom d'un chef terroriste. Okay. Les terroristes qui sont les ennemis premiers du Mali. Nulle part. Pendant ces 35 minutes, il s'est attaqué à Ouattara, à Sissoko, à Bazoum, à Macron. La tribune était vraiment le lieu le plus important pour moi pour poser le problème principal du Mali, qui est celui de la lutte contre le terrorisme. Il n'a pas fait. Il en a parlé juste comme cela et il a consacré le reste de son discours à s'attaquer aux gens. Souvent, les gens disent, mais pourquoi il n'y a pas une forte coalition pour venir au Mali comme les gens le font en Ukraine? Je vous ramène à ce discours qui a manqué de leadership sur la question de la mobilisation de la communauté internationale pour le Mali. Donc, voyez, on est vraiment... c'est vrai que quelqu'un a dit ici qu'il était intervenu dans un discours, dans une salle à moitié vide, totalement vide, mais le président Alassane Ouattara aussi, hein, ce n'était pas vraiment... c'était pas plein. Donc, pour vous dire que ce n'est pas aussi important, c'est-à-dire que le problème du Mali et de la Côte d'Ivoire ne sont pas aussi importants pour la communauté internationale. Qu'on le veuille ou non, en atteste les personnes qui étaient dans les salles lorsque le président Alassane Ouattara intervenait et lorsque le Premier ministre par intérim du Mali intervenait.
J'aimerais dire quelque chose sur son discours, le contenu de son discours. C'est vrai que la forme n'y était pas du tout. Moi, je ne leur accorde pas l'excuse du militaire parce que il a bien eu conscience de la tribune qu'il avait, qu'il a troqué son treillis pour se présenter en civil. Et donc, il avait bien conscience de ce que la tribune était importante. Non, il savait exactement ce qu'il faisait. Par contre, il a dit quelque chose qui pour moi est important et j'adhère totalement, c'est justement le problème des troisième mandats. J'adhère totalement à ce qu'il a dit. Moi, je suis foncièrement contre la modification des constitutions pour s'éterniser au pouvoir. Je suis contre les troisième mandats. Je l'ai toujours dit, j'ai une position constante là-dessus. Donc, je suis contre les coups d'État constitutionnels, je suis contre les coups d'État militaires et je suis contre les coups d'État rebelles. Je l'ai dit à maintes reprises. Il a dit aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il a évoqué le Sahel. Mais c'est une contradiction. Parce que le Mali, je l'ai dit sous le couvert de Idriss, est sorti du G5 Sahel. Je l'ai dit sous son couvert. Mais ça n'a aucun sens que d'aujourd'hui brandir la sécurité du Sahel pendant qu'on sort d'un instrument qui permettait justement de lutter contre le terrorisme dans le G5 Sahel. J'ai fait remarquer qu'il y a un élément de langage qui revient constamment. C'est que la crise libyenne a favorisé justement la crise au Mali. De nombreux Ivoiriens, nombreux parmi vos téléspectateurs ne savent pas qu'en réalité, la Libye n'est pas un pays frontalier du Mali. D'accord, très bien. Docteur Sylvain Nguessan. Ok. Moi, j'allais répondre sur la dernière phrase de Guy Pied. Évidemment, qu'est-ce qui a changé dans la vie du Malien depuis que le Premier ministre du Mali a tenu son discours? Rien. André Sylvain disait tout à l'heure qu'il apprécie son intervention sur le troisième mandat. Pour moi, c'est de la distraction. Il n'a pas fait son coup d'État au Mali à cause d'une question de troisième mandat. Qu'il articule son discours sur ce qui l'a motivé pour faire son coup d'État au Mali, à savoir la reconquête territoriale du Mali. Parlons-en. Les Maliens font comme si, ou alors ceux qui traitent la question du Mali, font comme s'ils ont oublié qu'il y avait une question interne au Mali qui date d'avant les indépendances, depuis le XIVe siècle au moins, sur le couvert de l'historien qui est à côté de moi. 13e. Tu connais plus mon nom. Le 13e, hein? Tu connais plus mon nom. S'il vous plaît. Donc depuis le 13e siècle. Et il n'y a que 2 ans avant les indépendances, au moins la partie nord, la puissance colonisatrice, pour dire qu'elle ne voulait pas faire partie du Mali. La puissance colonisatrice n'a pas accédé à leur demande. Déjà en 63, 64, il y a eu une rébellion Touareg. En 78, il y a eu des soubresauts. En 90, 94, il y a eu encore une rébellion Touareg. Kadhafi va ouvrir les vannes de Tripoli à sa légion islamique pour permettre 800 éléments de cette rébellion-là d'intégrer, 800 éléments d'intégrer la légion islamique de l'armée de Guide Kadhafi. L'armée de Kadhafi, excusez-moi, c'est une puissance militaire. Ce sont des gens qui ont été très bien formés, qui ont eu accès à des armes modernes, ce n'est pas des armes de la Première Guerre mondiale. Et encore ouvrir les vannes pour que plus de 190 000 Touaregs, à la chute de Kadhafi, on peut évaluer le nombre de Touaregs qui sont revenus au Mali et au Niger, les évalue à 200 000 personnes qui interviennent. Je cite Grégoire Mathias, qui a écrit un ouvrage, La guerre française contre le terrorisme islamiste en 2015. C'est lui qui a parlé de cela. 200 000 Touaregs qui rentrent. Donc quand ils rentrent au Mali, au Niger, il y a un basculement démographique, qui a des incidences politiques. Ils ont quitté le Mali parce qu'on leur a offert une lucarne, une aubaine, une occasion, un contexte pour améliorer leurs conditions de vie. Ils reviennent, ils tiennent toujours à leur autonomie, à l'autonomie de leur espace. Quelle est la solution que propose le pouvoir de Bamako? Il faut y réfléchir. Et c'est ceux-là qui voulaient la conquête de leur pouvoir. Malheureusement, il y a eu la tendance islamiste qui descendait sur Bamako. Bamako a fait appel à la France pour venir secourir le Mali. Le Premier ministre fait comme s'il a oublié toute cette question. Il n'y a pas de crise à l'interne. Il ouvre tous les fronts et il oublie l'essentiel. 20 000 soldats, 20 000 soldats maliens. Je ne parle pas de forces spéciales américaines, françaises ou autres. 20 000 soldats maliens ne peuvent pas sécuriser 1 200 000 km². C'est impossible. Il avait une occasion là de demander l'aide pour aller à la reconquête de son territoire, il ne l'a pas fait. Il a préféré distraire les gens pour ne pas qu'on parle de son bilan à la tête de l'État malien depuis 2 ans. Encore une fois de plus, c'est de la déception. Arthur? Tout a été dit, mais je vais quand même rappeler que la tribune de l'ONU,
Maïga l'a vraiment utilisé au sens tribune, quoi, pour venir plaider. Et c'est pas on a vu Yasser Arafat venir avec une arme, on a vu Chavez parler de Satan face aux États-Unis, on a eu Sankara, on a eu donc Fidel Castro sur 4 heures. Voilà. Donc il y a eu des moments comme ça. Voilà. Donc le choix a été fait. N'oublions pas, on le dit tous, c'est un régime populiste qui recherche des adversaires face à son incapacité matérielle. Et même la France qui est partie, faut toujours remettre la France au centre du débat parce que ça a mobilisé certaines personnes de savoir qu'on est toujours en guerre contre la France alors qu'on a obtenu de la France que Bacan Pat. Mais il faut toujours avoir la France. Et après la France, on va qui son meilleur allié, la Côte d'Ivoire. Donc on a les 46 soldats, faut mobiliser. Le pauvre Bazoum qui d'après Si Ousmane était l'un des négociateurs, Ousmane Si, ancien ministre, qui a fait un tweet pour dire que Bazoum était l'un des négociateurs qui imposait le respect de l'intégrité. Il a eu son état civil qui a été fait par Maïga. Mais dans tout ça, il a eu quand même, faut bien le concéder, André, aux gens, il a quand même touché un problème essentiel de la jeunesse africaine, même si ce n'était pas son rôle, le premier et le troisième mandat, c'est un problème qui touche aujourd'hui à l'Afrique, même si je ne suis pas d'accord avec l'expression coup d'État constitutionnel. Maïga a saisi sa tribune dans du populisme qu'il a l'habitude de faire et de façon la plus inutile, parce que le plus important pour les Maliens, on est bien d'accord, c'est d'abord organiser des élections pour permettre à un régime légitime, légal de prendre les décisions du Mali et de faire en sorte de libérer les territoires. Là, on ne les voit pas trop et même l'annonceur de Kélétigui reconnaît aujourd'hui que Kélétigui n'a apporté aucune victoire stratégique. D'accord, merci monsieur. Nous allons passer